Bonjour à tous, nous sommes là aujourd'hui pour parler un petit peu de sécurité. Euh, on va parler technique aujourd'hui. On est là sur un webinar qui fait partie de l'Elite Tech Programme, donc je vais présenter un petit peu. On va parler fonctionnalité, je vais vous montrer un petit peu Nebula, je vais vous montrer un petit peu l'interface en standalone. L'idée c'est qu'on mette un peu les mains dans le produit, que je vous montre un petit peu ce qu'on peut faire avec ce nouvel USG Flex H et surtout vous donner des bonnes pratiques d'utilisation, vous montrer des petits tips, des trucs pour aller un petit peu plus loin dans votre quotidien. L'idée, c'est pas que je vous montre des fonctionnalités très complexes qu'on n'utilise jamais, mais justement vous parler des fonctionnalités qu'on utilise aujourd'hui et tous les jours de la meilleure des manières. Je m'appelle Maxime Baffray, je suis ingénieur avant-vente chez XL depuis plus de 4 ans maintenant. Certains ici me connaissent sûrement. Je répondrai aux questions plutôt sur la fin, histoire de pas trop couper le flow d'explication. Je répondrai aussi sûrement à certaines questions au fur et à mesure de la session naturellement, je pense. Mais n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat, il n'y a pas de souci, j'y répondrai, je prendrai le flow au fur et à mesure sur la fin. Donc, on va débuter un petit peu par une petite introduction du coup de la nouvelle gamme, enfin de ce fonctionnement hybride. On va continuer sur la redondance des WAN, l'utilisation des règles de routage et justement par rapport à cette redondance des WAN à Strunk WAN, la gestion de la bande passante, comment utiliser les zones de la bonne manière pour les règles de firewall, pour optimiser son nombre de règles, pour optimiser la sécurité et pour gagner du temps au quotidien. Je veux vous montrer la nouvelle manière aussi dont on a intégré la partie VPN sur les USG Flex H. On a vraiment optimisé, on a vraiment euh, essayé d'améliorer en fait déjà la partie routage, mais aussi l'utilisation au quotidien et l'affichage, la manière de l'intégrer dans l'interface, etc. pour aussi l'intégrer de la meilleure des manières dans Nebula. On va aller un petit peu plus loin avec le HA Pro, le LAG et quelques bonnes pratiques de sécurité. Et on finira par le monitoring et les logs parce que c'est quand même quelque chose d'important à utiliser au quotidien et vous allez pouvoir avoir beaucoup d'informations via les logs pour vous dépatouiller, pour gagner en visibilité en fait sur votre réseau et pas perdre des heures si jamais il y a un souci, si jamais il y a un blocage sur un poste ou peu importe, c'est peut-être normal et le firewall est là pour vous donner beaucoup d'informations. Ce webinar, il s'intègre dans l'Elite Tech Programme. C'est notre programme technique qu'on a lancé cette année. Il prend plein de formes, notamment ce webinar. On va avoir plusieurs webinars, on va avoir des formations dédiées, on a des workshops en région, on a pas mal d'événements techniques qui sont regroupés sous cet Elite Tech Programme. Si vous voulez en faire partie et participer à des webinars, aux formations et aux workshops en région, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre commercial Zixel pour connaître la prochaine date, si vous pouvez y participer, etc. Avoir un petit peu le contenu de ce qu'on va faire, avoir un petit peu ces informations-là. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre commercial de région. Donc cette année, on aura 4 webinars, on en fait un par trimestre, donc 4 gros webinars, où on en fera peut-être d'autres plus spécifiques sur des sujets spécifiques entre-temps, mais en tout cas, on a 4 grosses thématiques qui sont déjà prévues pour cette année. Donc le premier, c'est sur la sécurité. Le deuxième, on abordera un sujet un petit peu différent de la sécurité. On va parler du TM, on va parler de tout ce qui tourne autour de ça, du Wi-Fi public, de ce genre de choses-là, qui se tiendra fin juin à peu près. On n'a pas encore de date exacte, mais de toute façon, vous serez informé automatiquement quand on fera les prochains webinars. Et donc pour les workshops, c'est à voir avec votre commercial. Ok, donc on débute dans le vif du sujet. Donc sur ces nouveaux USG Flex H, on a fait une vraie intégration à Nebula
beaucoup plus avancé que ce qu'on pouvait faire sur les anciennes gammes USG Flex et ATP. On pouvait être un peu limité sur les USG Flex et les ATP quand on était dans Nebula. Il fallait choisir soit standalone, soit Nebula. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Avec le nouvel OS, donc l'UOS qu'on a développé, on a développé un OS qui est maintenant hybride. On n'a plus à choisir entre Nebula ou standalone. Il est systématiquement les deux. Il est et standalone et Nebula. Vous pourrez configurer votre firewall via Nebula ou via le standalone selon votre choix, selon la fonctionnalité que vous utilisez, etc. Et ça synchronisera dans un sens et dans l'autre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc c'est vraiment une grosse avancée. Ça vous permet d'avoir tous les avantages de Nebula sans avoir de limitation. On a déjà intégré beaucoup de choses dans Nebula qui n'étaient pas forcément le cas en USG Flex. Toutes les fonctionnalités qui existaient déjà, on les a améliorées. Il n'y a plus de choses limitantes, et s'il manque des fonctionnalités dans Nebula, vous les avez de toute façon en standalone sans aucun problème. Il n'y a pas de... En fait, on veut développer ces fonctionnalités-là dans les deux modes. Donc même si aujourd'hui il manque certaines fonctionnalités dans Nebula, il n'en manque pas tant que ça aujourd'hui. Elles seront intégrées au fur et à mesure, et de toute façon, vous n'êtes plus limité. Et ça, c'est un gros avantage. Donc si on va voir un petit peu là, j'ai un USG Flex 700H ici, qui est sur mon bureau. Comme vous pouvez le voir, j'ai l'interface standalone, donc ça c'est la nouvelle interface pour ceux qui l'ont peut-être pas encore forcément utilisé. C'est un tout nouvel OS, c'est une interface qu'on a vraiment voulu beaucoup plus facile d'utilisation, avec une expérience utilisateur qui est bien meilleure. On a une barre de recherche si jamais vous êtes un petit peu perdu dans les nouveaux menus, même si on a essayé de garder la même logique. On a voulu grandement simplifier, par exemple, la gestion des interfaces. La gestion des interfaces, on avait avant on avait plein d'onglets qui venaient s'entremêler, etc., où on allait mettre des VLAN sur des interfaces, etc. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On a vraiment simplifié. On veut une interface LAN, et on vient faire une interface de type internal, et on va pouvoir choisir si c'est un Ethernet, un VLAN, un bridge, un LAG, etc. Choisir les ports qu'on va vouloir utiliser. Si on met un VLAN, on a tout simplement le tag VLAN, donc on va pouvoir mettre le VLAN ID, mettre les informations qu'on veut, le DHCP, etc., faire appliquer, et c'est tout. Donc c'est vraiment devenu beaucoup plus simple. Et si je vais dans la partie donc Nebula, je viens dans Configure, Firewall, port et interface, j'ai globalement la même interface ici en fait. J'ai donc mes interfaces externales qui sont mes interfaces WAN, et mes interfaces internales qui sont mes interfaces LAN, mes VLAN, etc. Et si je le configure ici, ça viendra se synchroniser en standalone et inversement. Donc on a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide à configurer. C'est vraiment le gros avantage de Nebula aujourd'hui. Si par exemple, pour vous faire un petit peu la démo ici, si je viens dans Device Firewall, c'est pareil, je vais avoir toutes les fonctionnalités le monitoring de mon firewall ici, directement depuis Nebula. Je vois quand est-ce qu'il a été up, qu'il était down, etc. Et je peux même faire un backup de configuration automatique via Nebula, mais ça on en parlera un petit peu après. Hop là. Donc pour cette partie-là, pardon, j'étais pas sur la bonne fenêtre. Ok. Donc ça, c'est vraiment pour l'intégration des firewalls dans Nebula. Ce sera que vers le mieux. Plus on avancera et plus on aura des fonctionnalités, plus on aura de monitoring et plus on aura des nouvelles fonctionnalités grâce à Nebula. Je voulais commencer donc par la partie Trunk One. Si on vient donc sur les interfaces, le Trunk One, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise de manière récurrente au quotidien. On n'a pas Aujourd'hui, la plupart des gens et des entreprises ont besoin d'accès à Internet. C'est obligatoire pour toutes les entreprises. C'est pour ça que le Trunk One, c'est quelque chose qu'on utilise de manière récurrente, même chez les tout petits clients, que ce soit des petits ou des très grands. Donc ça permet de faire du load balancing
ou du failover sur son WAN, d'avoir un backup 4G, d'avoir un backup fibre, d'avoir 2 fibres, etc., d'avoir plus de débit, ou alors d'avoir simplement un lien de secours. Ce trunk WAN, on l'utilise souvent de manière un peu standard. Je vais avoir mon actif et mon passif, ou mes deux actifs, mais en fait, on peut aller vachement plus loin. Je vais créer ici un trunk one. Je vais l'appeler trunk numéro 1 et je vais l'appeler Internet. C'est un petit peu long. Ouais. On va l'appeler juste Internet, hop, tout simplement. Donc, l'algorithme sert au load balancing. Okay, si on fait que de l'actif passif, on s'en fiche de l'algorithme. Il reste là, mais il ne va pas être utilisé vu qu'on fait que de l'actif passif. Okay, donc, je vais ajouter deux interfaces one. Je vais en mettre une en actif, et là, je vais être en actif passif. L'idée, c'est que tout mon flux Internet passe par mon one 1. Okay, mon flux Internet est sur mon LAN standard, et je vais vouloir faire un réseau où mon flux Internet passe par un WAN et mon flux de téléphonie, par exemple, passe par mon deuxième WAN pour justement faire une bonne répartition de charge et avoir une meilleure stabilité. Et pourquoi je crée des WAN, des trunks, c'est que je vais vouloir que mon flux Internet passe sur mon WAN 2 si jamais mon WAN 1 tombe, et inversement, je veux que ma téléphonie passe sur mon WAN 1 si jamais mon WAN 2 tombe. Donc ici, je vais venir créer un trunk de téléphonie. Pareil, je vais ajouter mes deux interfaces, mais cette fois-ci, je vais mettre mon GE2 en actif. Ok, tac, on active ici. Donc mon WAN 2 est actif et mon WAN 1 passif ici. Je veux que mon WAN Internet soit... ouais, bon, c'est pas grave, je me suis trompé dans le nom, c'est pas très grave. Je veux que mon WAN 1 soit mon WAN par défaut. Donc, ça c'est pour choisir son trunk par défaut, ça veut dire que tous les flux qui ne sont pas forcés qui n'ont pas une policy route, en fait, seront envoyés automatiquement dans ce trunk-là, donc sur mon WAN 1 actif et mon WAN 2 passif. Du coup, je veux que ma téléphonie, qui est sur mon LAN 2 ou sur un VLAN, ici on va utiliser LAN 2, mais si c'est un VLAN, c'est le même principe, je veux que ma téléphonie passe par mon WAN 2 par défaut. Et pour ça, plutôt que de forcer ma téléphonie sur mon WAN 2, je vais la forcer dans un trunk. Donc, je vais créer une policy route ici. En incoming, je vais mettre une interface. J'ai mon interface, donc GE4 LAN, donc c'est mon LAN 2 ici. On peut mettre une source adresse, c'est pas obligatoire vu que là j'ai mis une interface physique, mais si vous avez des VLAN ou autre, c'est possible aussi de mettre, si vous voulez même faire des choses un peu précises, envoyer qu'une seule IP par exemple, ou envoyer un range d'IP, etc., c'est tout à fait possible, on peut mettre quelque chose ici. Je vais mettre mon LAN 2 subnet par défaut, histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas autre chose qui puisse passer. Donc j'ai sélectionné ma source, ma destination c'est ENI parce que je ne sais pas vers quoi ce sera envoyé, c'est Internet. Ça va partir sur Internet. Je vais choisir ici donc trunk, et ici j'ai mes deux trunks qui sont créés et je vais choisir mon trunk de téléphonie. Ok, et je vais faire apply tout simplement. Donc ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai forcé mon trafic depuis mon LAN 2 ou mon VLAN de téléphonie ou n'importe quoi, mais ici mon LAN 2, à passer plus par le trunk par défaut, mais par le trunk secondaire, par mon deuxième trunk qui lui dit que mon WAN 2 est mon WAN principal. Et avec ça, j'ai permis de séparer mes flux, donc de répartir la charge manuellement, hein, mais justement pour ne pas saturer ma ligne 2 si jamais elle est un petit peu faible, ou parce que c'est une ligne qui est spécifique à ma téléphonie, où il y a une meilleure latence, qui a plus de sécurité, etc. Ça me permet d'avoir un lien qui est dédié à ma téléphonie, tout en gardant la capacité de basculer sur mon WAN 1 en cas de problème.
donc de faire du failover. Et ça, je l'ai fait très simplement. J'ai juste fait un deuxième trunk et une policy route dédiée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez utiliser de manière récurrente. Il faut toujours essayer d'éviter, quand on a plusieurs WAN, de mettre un WAN spécifique. Parce que si jamais il y a un problème sur ce WAN-là et qui tombe, eh ben, le flux sera quand même envoyé vers ce WAN, même si ce WAN ne fonctionne plus. Et ce serait quand même un petit peu dommage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'utiliser. La deuxième chose que vous pouvez utiliser, c'est le BWM. Donc BWM, c'est la gestion de bande passante. Ici, on va pouvoir créer des règles pour faire de la limitation de bande passante par type de, selon ce qu'on veut, selon ce qu'on souhaite faire. Si on a un Wi-Fi public et qu'on veut limiter le Wi-Fi public, donc ce SSID là par exemple, à un certain niveau de débit parce qu'on a une fibre 100 mégas et qu'on veut on veut pas que le Wi-Fi public nous capture l'intégralité de ce débit-là, et ben on va pouvoir dire que tous les flux à destination qui vient du Wi-Fi public, donc du VLAN public, je vais pouvoir limiter. Donc le shared sert à ça, dire je vais limiter pour tout un réseau, pour tout un sous-réseau, pour tout un type, pour tout un range d'IP, etc. Après, on peut aller plus loin et on peut faire un per user. Donc si on veut que le débit soit limité à 10 mégas par utilisateur sur un réseau, et ben on peut utiliser le per user ou per source IP. Donc per user, c'est par utilisateur dans le cas où les utilisateurs sont authentifiés. Donc on va plutôt en général utiliser un per source IP pour un Wi-Fi public. Okay, et donc là, on va pouvoir mettre en incoming interface, donc on va pouvoir mettre une interface LAN ou VLAN quand on en a créé une. Donc on va pouvoir mettre une limite qui va être pour tous les utilisateurs qui viennent de cette interface-là, avec, par exemple, on va pouvoir mettre donc un range d'IP ou un subnet, et on va pouvoir mettre une limite ici. Si je mets une limite ici à 10 mégas, ce sera une limite de 10 mégas par utilisateur, parce que c'est ce que j'ai choisi ici. Ok, donc c'est vraiment que c'est quelque chose on a de moins en moins l'usage de ces fonctionnalités-là parce que on a des débits qui sont maintenant importants, mais quand on a beaucoup d'utilisateurs, surtout sur du Wi-Fi public, c'est toujours intéressant de faire des limitations de ce type-là pour éviter qu'un utilisateur aille utiliser toute la bande passante pour tout le monde, et que ça aille poser des problèmes en fait un petit peu aux autres. Donc voilà pour le routage et pour l'utilisation des interfaces. C'est quelque chose que toutes ces choses-là que je vous montre, c'est des choses que vous pouvez déjà utiliser sur vos USB Flex et ATP ancienne génération. C'est la même chose, c'est juste que c'est quelque chose. Là, je vous le montre sur la nouvelle interface, mais c'est un petit peu, c'est à peu près pareil sur les anciennes interfaces. Okay. Je vous parlerai du LAG un petit peu après. Pour le VPN, on a pas mal modifié l'interface des VPN en standalone, mais le fonctionnement est le même. Quand on fait de l'IPsec, c'est de l'IPsec. C'est la même chose, c'est juste qu'on a optimisé l'interface et je veux vous montrer un petit peu cette interface après et vous montrer à quel point ça peut être beaucoup plus intéressant. On va faire une configuration ensemble, mais je veux vous parler aussi du VPN Orchestrator parce que c'est vraiment une fonctionnalité qui est extrêmement importante. Et ça nous est apporté par Nebula. Maintenant que les USG Flex H sont intégrés dans Nebula par défaut et en mode hybride, vous pouvez utiliser le VPN Orchestrator sans avoir aucune restriction. Le VPN Orchestrator, ça vous permet de monter des infrastructures VPN extrêmement complexes dans le sens où même si on a énormément de sites, énormément de firewall, etc., on va pouvoir le faire extrêmement simplement. Donc ce VPN Orchestrator, en fait, il est basé sur une technologie SD-VPN. On parle souvent de SD-WAN, on entend souvent parler de SD-WAN. Là, c'est la partie la plus importante du SD-WAN qu'on a intégré dans Nebula. En fait, le SD-WAN, c'est cette partie, donc SD-VPN, avec de l'optimisation de flux également en plus, qu'on n'aura pas spécialement, mais
qui est pas forcément utile. L'optimisation de flux sert principalement à partir du moment où on va saturer une ligne, ce qui est quand même assez rarement le cas aujourd'hui avec des fibres 1 giga, 5 giga, 10 giga. On n'a plus ces problèmes-là, et c'est pour ça qu'on n'a pas pour le moment on n'a pas voulu passer énormément de temps à faire de l'optimisation de flux qui sera jamais utilisée par personne au quotidien. Donc, par contre, dans Nebula, on a intégré le SDVPN qui est le plus important. On va pouvoir faire deux types d'infrastructures, donc du hub and spoke et du site à site. Ces deux infrastructures, ça permet, via Nebula, je vous montrerai un petit peu dans l'interface après, mais de monter extrêmement simplement des infrastructures VPN. Que vous ayez 5 ou 50 firewalls, et ben, simplement en cochant une case, et ben, vous allez pouvoir ajouter vos firewalls dans cette infrastructure qui va monter le VPN automatiquement avec les autres firewalls. Donc, les deux types d'architecture, la première, c'est le hub and spoke, qui fait une infrastructure comme vous le voyez ici. Le firewall d'en haut, c'est le hub, donc c'est le firewall principal, c'est le firewall centralisateur. C'est lui qui va centraliser les connexions, qui va centraliser les flux. Tous les autres firewalls seront des SPOC, donc ce sera des sites secondaires qui vont se connecter au site principal, qui vont pouvoir communiquer avec ce site principal, et si vous les autorisez, ils pourront également communiquer entre eux, mais ça, c'est pas obligatoire. Maintenant, ils seront tous obligés de passer par leur site principal. Ça a un gros avantage, c'est que ça simplifie grandement l'infrastructure. Ça fait que les firewalls n'ont qu'un seul VPN monté avec le site principal. Vous pouvez gérer plus facilement les flux, donc les autorisations, etc. via le site central. Ça fait que ça a vraiment des intérêts. Maintenant, l'inconvénient, c'est aussi que tous les flux passent par ce site central. Vous pouvez avoir plusieurs sites principaux pour avoir un backup dans le cas où votre site principal n'est plus accessible. Il a une coupure internet, il a le firewall a une coupure électrique ou je ne sais quoi. Vous pouvez avoir plusieurs sites principaux pour avoir un backup. Donc, ça a des avantages et des inconvénients, mais c'est souvent la plus utilisée aujourd'hui quand même parce que ça limite le nombre de tunnels et le nombre de connexions. La deuxième, c'est le site à site classique. Et là, ben, tous les firewalls vont se connecter avec tous les autres firewalls. C'est avantageux dans le sens où tous les firewalls auront une connexion directe avec les autres, donc n'auront pas un rebond à faire via le site central. Le site central n'aura pas de congestion possible parce que tous les flux ne passent pas par lui, mais dans le cas d'une grosse infrastructure VPN avec beaucoup de firewall, on peut avoir en fait beaucoup trop de tunnels, ce qui charge quand même beaucoup les firewalls, hein, ça demande beaucoup de capacité. Et dans le cas où on a des petits firewalls à certains endroits, et ben on peut arriver à la limite de nombre de tunnels. Si on a des USG Flex 50H qui est limité à 15 tunnels ou voire des USG Lite 60AX qui est limité à 3 tunnels de mémoire, et ben ils pourront pas se connecter à tous les sites. Ils seront limités à leur nombre limite. Donc c'est à réfléchir, ça dépendra du nombre de firewalls. Si vous en avez 4, 5, 6, et ben c'est pas un souci de faire ce genre d'infrastructure là. Quand il y en a 20, 30, 50, et ben là il faut peut-être y réfléchir un petit peu plus. Dans cette infrastructure VPN, vous pouvez également intégrer des firewalls qui ne sont pas Nebula. Si vous avez des USG Flex ancienne génération qui ne sont pas intégrés dans Nebula, qui sont standalone, que vous n'avez pas encore migré, si vous avez même d'autres firewalls qui ne sont pas des firewalls XL, vous pouvez les intégrer malgré tout dans cette infrastructure SDVPN. Okay. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'utiliser aujourd'hui, et justement je voulais vous montrer un petit peu comment ça marche et vous montrer à quel point on peut gagner vraiment du temps maintenant en ayant des USG Flex H et donc d'avoir tous vos firewalls dans Nebula. Quand avant il fallait configurer en standalone, etc., bah là avec Nebula on va pouvoir gagner énormément de temps. Donc je viens dans Organization Wide ici et on a le VPN Orchestrator. Okay. Donc, si je viens ici, moi j'ai déjà créé une VPN area
donc qui est celle par défaut, mais j'y ai mis déjà mes firewalls. En fait, donc le VPN Area, c'est des ensembles, c'est des groupes. Donc c'est vraiment une aire VPN où en fait on va pouvoir créer plusieurs aires VPN. On va pouvoir se faire des groupes, même si dans une organisation, on a 50 firewalls, on va pouvoir faire 5 groupes de 10 firewalls, par exemple, qui vont être connectés entre eux, et ces aires pourront être connectées entre elles ou non. Ça, c'est selon votre besoin, et vous pouvez plus ou moins connecter les aires ou pas, et donc aller très loin dans votre configuration, en fait. Et ça, c'est vraiment un gros avantage. Si je reviens vite fait sur mes slides, que je vous montre un petit peu, on peut en fait faire des infrastructures de ce type-là. Donc avoir des aires où tous les firewalls se communiquent entre eux, avoir une autre aire qui communique entre eux. Donc on peut avoir des hub and spoke et des sites à sites qui sont mixés, et avoir uniquement le firewall principal qui se connecte à l'aire d'à côté. Et donc on peut aller vraiment loin, et c'est vraiment des fonctionnalités qui peuvent être intéressantes et qu'on peut faire de manière très simple. Et donc là, ici, j'ai une infrastructure du type Hub and Spoke, mon USFlex 700H et le VPN principal, donc c'est et le firewall principal, c'est le hub, et tous les autres sont en Spoke. Et donc eux-mêmes sont connectés à mon firewall principal. Bon, je vais pouvoir choisir mes subnets ici. Je vais pouvoir mettre un ou plusieurs subnets. Si j'ai 10 VLAN, je peux mettre mes 10 VLAN, il n'y a pas de souci, je peux en mettre qu'une partie, etc. Et ça va automatiquement faire le routage, faire les configurations. Okay. On a juste à venir ici, VPN Enable, et ça va monter automatiquement. Okay. Donc ça simplifie grandement. Si maintenant vous voulez le faire de l'ancienne manière et vous voulez monter vos VPN manuellement, d'ailleurs, juste que je vous montre pour connecter un firewall qui n'est pas dans Nebula à votre infrastructure Hub and Spoke, ou site à site, mais à votre SDVPN, à votre VPN orchestrator, c'est ici directement. Vous pouvez faire un autolink VPN et vous allez pouvoir mettre les informations d'IPsec, donc avec l'IP public, le subnet. Vous allez pouvoir venir mettre les encryptions, etc. Et donc ce firewall qui n'est pas dans Nebula viendra s'ajouter à votre infrastructure, et vous le verrez directement sur la map ici. Ça va vous faire une map de connexion ici directement. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Mais si vous voulez absolument le faire de l'ancienne manière, vous avez deux types de VPN. C'était déjà le cas sur les USG Flex et ATP avant, c'était juste pas aussi intuitif. Aujourd'hui, on a fait le choix d'intégrer le wizard directement dans la partie configuration quand on fait add, quand on ajoute un nouveau VPN. On va pouvoir choisir s'il y a du NAT d'un côté ou de l'autre. Donc ici, je vais lui faire un test policy. Et on va choisir l'interface WAN de sortie. On va pouvoir mettre l'IP de destination du firewall distant. On va lui mettre, comme d'habitude, une pre-shared key ou mon certificat si vous faites une authentification par certificat. Et ici, on va pouvoir choisir policy-based ou route-based. Donc le route-based, c'est le mode VTI qu'on avait dans les USG Flex avant. C'est toujours du VTI, c'est juste beaucoup mieux intégré. Je vais faire un policy-based déjà pour vous montrer un petit peu. Donc on va pouvoir choisir notre subnet local, notre subnet distant. Je vais choisir des trucs par défaut juste pour vous montrer. Et ça nous a créé un VPN. On a fait 3 clics, ça nous a créé notre VPN. Donc on a notre conf par défaut ici, donc il a choisi les encryptions, etc. Si vous voulez le modifier après coup, on peut edit ici, par défaut, ou on peut faire un convert to custom type, donc pour aller plus loin. Donc j'ai un policy based ici. Pour ceux qui font du VPN de manière régulière, avant, vous savez que si jamais vous aviez plusieurs plans d'adressage à faire passer d'un côté ou de l'autre, il fallait faire autant de phase 2 que vous aviez de plans d'adressage. Et donc si vous aviez 10 plans d'adressage à faire passer, il fallait faire 10 phases 2, ou alors faire un route-based, mais si vous vouliez faire en policy classique, c'était plusieurs phases 2. C'est quelque chose qu'on a amélioré aujourd'hui. C'était sur l'ancienne OS, on n'avait pas vraiment le choix. C'est quelque chose qui a été
améliorer. Donc ici, je suis passé en custom type. Je peux modifier mes encryptions, mettre des encryptions plus fortes si je le souhaite, modifier mon PFS, etc. Je peux modifier tout ce que je veux. Okay, moi, ce qui m'intéresse ici, alors, attendez une seconde, j'arrive. Hop. Ok. Donc là, j'ai bon, mes local ID, remote ID, si vous en avez besoin. Là, c'est vrai qu'on a tout ajouté sur des menus déroulants, parce qu'on en a plus, on n'utilise plus des masses. Donc ici, je suis dans ma phase 2. J'ai ici mes local et remote policy, comme vous l'aviez avant. J'ai mes plans d'adressage local et plans d'adressage distant. Et ben, je vais pouvoir venir ajouter des plans d'adressage ici. Et donc, je vais pouvoir y mettre, bon, j'ai des objets, je peux mettre des user define, je peux ajouter un objet, etc. Comme on pouvait le faire avant, hein. Mais je vais pouvoir mettre d'autres plans d'adressage. Je vais mettre un plan d'adressage là, je prends des objets que j'ai déjà créés, on peut y mettre même un protocole spécifique, etc. Et donc là, quand je vais faire apply, je vais juste, quand avant on ajoutait une phase 2, et ben aujourd'hui on va juste rajouter nos plans d'adressage, et on peut en ajouter 10 si on veut. Le deuxième type de VPN qu'on a ici, et ben c'est le route based. Je vais créer donc un deuxième VPN. Je vais pareil mettre mon IP distante, hein, toujours pareil. Après SharedKey, ça change pas. Et je vais pouvoir faire un route based. Et dans ce cas-là, par rapport à un policy based où il nous demande le local et le remote subnet, là, là sur le route based, il nous demande juste le remote subnet. Donc par défaut, vous pouvez mettre un remote, mais sinon, en général, on va plutôt mettre 4x0. Ça permet derrière de pouvoir faire le routage qu'on souhaite. Et c'est tout le but de ce route based, c'est qu'on va pouvoir mettre 4x0. On va faire finished. Bon, il veut pas. Il veut que je mette un plan d'adressage. Bon, c'est pas très grave. On peut le modifier après. C'est pas très important. Ah oui, pardon, c'est pour le. Non, c'est le masque. Donc, pareil, ça, c'est le genre de truc qui a été. Et là, c'est ça ce qui me demandait. Il fallait juste mettre le slash, donc le slash 24 en général qu'on va utiliser. Là, vu que je mets 4x0, je mets un slash 0 pour utiliser tout. Donc, j'ai créé un route-based VPN. Si je viens dans mon routage ici, eh ben, il m'a créé par défaut une règle par défaut, okay, qui route tout à destination, donc là du 4x0. Si j'avais mis un plan d'adressage spécifique, eh ben, il m'aurait mis ce plan d'adressage spécifique là. Si je peux le modifier, hein, on peut le modifier. Si je veux mettre mon 192.168.10.0/24, ben, tout mon plan d'adressage de 10.0/24 sera envoyé de l'autre côté. Okay, et je l'envoie vers mon interface VTI. Ça, c'est le VTI qui a été créé pour mon route-based VPN. Et là, on va pouvoir créer autant de routes qu'on veut directement ici, et toutes les routes seront envoyées à travers le VPN. Donc c'est une autre manière de voir le VPN. C'est quelque chose qui est plus scalable qui est plus facile à utiliser quand on a beaucoup de plans d'adressage, beaucoup d'IP, quand on veut faire vraiment du routage un peu spécifique, etc. Ça peut être tout à fait intéressant d'utiliser du route-based VPN. C'est vrai que c'est plutôt vers ça qu'on va tendre aujourd'hui en termes de VPN. Mais de toute façon, vous pouvez utiliser le VPN Orchestrator. C'est vraiment bien, ça vous fera gagner du temps quand vous n'avez pas besoin de fonctionnalités particulières, de routage un peu spécifique, etc. Le VPN Orchestrator est tout à fait là pour ça. Ok. Et donc, quand vous avez fait monter vos VPN un petit peu de partout, et ben c'est à ça que ça ressemble. Vous avez une map avec toutes vos connexions entre tous vos firewalls. Donc là, c'est ce que je vous montrais. C'est vous avez d'un côté un site, une area site à site, donc avec les 3 firewalls qui sont connectés entre eux, et cette area est connectée à l'autre area qui elle est en hub and spoke, et donc les deux aires peuvent communiquer entre eux et les firewalls peuvent communiquer entre eux selon comment on l'a autorisé. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'utiliser, qui est vraiment vraiment intéressant. On va aller, maintenant qu'on a amélioré notre VPN, on va aller
améliorer un peu la résilience de notre réseau. Et pour ça, on a des fonctionnalités, on a le device achat, on a le LAG qui sont là pour ça. Le device achat, on l'utilisait déjà sur les USG Flex. Aujourd'hui, sur les USG Flex H, il est accessible à partir de l'USG Flex 200H. Quand avant, il fallait un USG Flex 500 ou un ATP 500, aujourd'hui, il est accessible à partir de l'USG Flex 200H. Vous pouvez faire du HA Pro. Ça vous permet de faire de l'actif passif sur 2 firewalls. Donc les firewalls vont être synchronisés entre eux, vous allez en configurer qu'un seul, vous allez synchroniser le deuxième dessus, et après ce sera transparent, vous configurez toujours qu'une seule interface, ça va synchroniser sur le deuxième, ils vont être tout le temps synchronisés, et si jamais le firewall principal tombe, eh ben, il a une coupure internet, il a je ne sais quel problème, et ben, le deuxième va prendre le relais en quelques secondes, il va prendre le relais, il va passer primaire, et ça aura été quasiment transparent pour le réseau. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant, et quand on va le coupler à du LAG, on va pouvoir voir encore plus la puissance de ça. Donc là, sur cette infographie que j'ai ici, j'ai mes deux firewalls qui sont en HA Pro et j'ai mes switches qui sont stackés. Le principe du stacking de switch, c'est d'utiliser plusieurs switches hardware et de les faire fonctionner comme un seul switch d'un point de vue software. Donc quand vous allez configurer votre switch, vous n'aurez qu'une seule interface, même s'il est dans Nebula, et ça c'est géré dans Nebula, vous pouvez stacker vos switches via Nebula directement. Et quand vous allez configurer, c'est comme si c'était qu'un seul switch. L'avantage, c'est que du coup, on va pouvoir faire du LAG. Le LAG, ça vous permet de connecter deux ports, 3 ports, 4 ports, on peut en connecter plusieurs et pouvoir les agréger. On va vraiment faire de l'agrégation de liens. Donc le LAG, c'est une synchronisation entre les deux équipements. Ça peut être entre deux switches, ça peut être entre un switch et un firewall, etc. Et donc on va pouvoir faire de l'agrégation de liens. Donc au lieu d'avoir un seul câble de 1 Go ou de 10 Go, et ben on va avoir deux câbles de 1 Go et donc on va avoir 2 Go. Si on en agrège 4, on aura 4 Go. Donc on augmente notre débit, mais on augmente également notre résilience. Parce que si jamais il y a un câble qui est arraché, eh ben, on continue à passer par l'autre câble. Ça permet, dans le cas où nos switches sont stackés, de pouvoir faire du LAG entre deux hardware, et donc entre nos firewalls et nos switches. Et donc, mon firewall ici, il est connecté sur mes deux switches, et mon deuxième firewall est connecté sur les deux switches, parce qu'on a fait du LAG. On a fait de l'agrégation de liens entre le firewall et le switch, entre les switches stackés. Donc ça permet, si votre firewall crame ou une coupure électrique ou je ne sais quoi, et ben le deuxième firewall prend le relais. Et si jamais vous avez un switch qui a un problème, et ben vous avez toujours un accès à Internet via le deuxième switch qui est lui prend le relais directement, et grâce au LAG, ça va pouvoir toujours trouver une route. Et c'est tout l'intérêt d'utiliser ces fonctionnalités-là. Et c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement simple de monter un HA Pro ou de faire un LAG. Ça prend moins de 3 minutes pour faire les deux. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Si je viens ici, comme je vous le montrais tout à l'heure dans les interfaces, je vais pouvoir venir ici et donc choisir mon interface de type LAG. Je vais lui donner un nom ici, et je vais pouvoir choisir mes members. Donc je vais pouvoir choisir mes interfaces que je vais agréger. Là j'en ai deux de disponibles, donc je vais agréger ces deux interfaces là sur mon switch. Je vais aller configurer mon switch, je vais juste lui dire ces deux ports là sont en LAG, et je vais connecter mes deux câbles sur mon firewall et sur mes switches, et le LAG va synchroniser et ça va monter, et c'est tout ce que vous aurez à faire. Donc ça a vraiment c'est vraiment devenu extrêmement simple de faire ce genre de fonctionnalité là, donc utilisez-la, n'ayez pas peur de les utiliser, c'est vraiment vraiment intéressant. Ok. Si je veux configurer un device achat, c'est pareil. Je viens ici, je configure mon device achat, j'active, je lui dis donc sur mon primaire, je vais dire qu'il est primary, donc il est licence contrôleur. Donc si vos deux firewalls ont des licences actives,
les licences vont se synchroniser sur le premier uniquement. Ok, donc les licences de votre deuxième vont venir s'ajouter sur le premier. Donc si vous avez 2 firewalls avec un bundle 1 an de licence par exemple, eh ben, vous aurez 2 ans de licence directement qui seront synchronisés et mises à la suite. Ok. Donc là, je vais lui mettre, je vais lui faire la configuration. Ça, vous avez une procédure là-dessus, il n'y a pas de problème. Elle est très claire, mais en gros, on va lui mettre une IP de management pour votre actif et pour votre passif. Ça permet en fait, ça permet de pouvoir les administrer manuellement si vraiment il y a besoin, mais c'est quelque chose qu'on fait globalement jamais. Hein. Ça n'arrive jamais d'avoir besoin de ça, mais bon, on ne sait jamais, ça peut toujours arriver. Et donc on va leur mettre une IP spécifique. Donc on va leur mettre un masque de sous-réseau, tac, et c'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire. Sur votre secondaire, vous allez juste lui sélectionner secondaire ici, et quand vous allez connecter le Heartbeat, ça va se synchroniser directement. Donc, comme je vous le montrais, histoire de vous montrer un cas réel, hop. Donc, vous lui mettez une IP pour le secondaire. Vous pouvez même lui mettre une virtual MAC pour que les 2 firewalls aient la même MAC adresse en cas de bascule. C'est pas forcément toujours utile, mais dans certains cas, ça peut l'être. Et donc, vous aurez la même MAC adresse sur peu importe le firewall qui est actif. En dessous, vous avez Member Interface. Ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Vous n'êtes pas obligé de mettre des membres, donc des interfaces ici. Ça permet de monitorer les interfaces, et si jamais une de ces interfaces-là est down, eh ben, il va y avoir une bascule de achat. Donc c'est vraiment une erreur qu'on fait souvent, c'est de mettre systématiquement des membres, donc des interfaces là-dedans. Ce n'est pas obligatoire, et dans la plupart des cas, on ne va pas en utiliser. Parce que si vous mettez votre LAN dans les membres, donc des interfaces monitorées, si jamais vous débranchez votre LAN pour je ne sais quelle raison, ça va faire une bascule de achat. Ou si jamais vous avez un trunk WAN avec 2 WAN, vous voulez juste qu'il y ait une bascule de WAN en cas où l'un tombe, et ben, vous voulez qu'il y ait juste une bascule de trunk, pas une bascule de firewall. Donc ne mettez pas vos interfaces WAN, dans le cas où vous avez un trunk, ne mettez pas vos interfaces WAN en membre si vous ne voulez pas que ça bascule de achat, de firewall, en cas de tomber d'un WAN. C'est important parce que sinon, vous allez vous créer des problèmes, et ce serait quand même un peu dommage. Donc, sur votre secondaire, comme il vous le dit ici, à partir du moment où vous choisissez, vous l'activez et que vous mettez secondaire, donc votre firewall ne sera plus accessible, et donc il va se synchroniser sur le premier. Et après, quand ils sont synchronisés, vous les voyez ici, actifs, passifs, vous voyez qu'ils sont synchronisés, vous avez les logs du achat pour aller voir un petit peu ce qui s'est passé si jamais vous voulez voir s'il y a un problème ou je ne sais quoi, s'il y a eu des bascules ou autre, vous les verrez directement dans l'onglet achat log, voilà, et c'est tout ce que vous aurez à faire. Pour monter le HA Pro, il faut que vos firewalls, vos 2 USB Flex H soient enregistrés dans Nebula, qu'ils soient chacun dans un site différent, et après ils pourront se synchroniser automatiquement. Voilà en gros pour toute cette partie-là. Je voulais terminer quand même, avant de passer aux questions, pour vous montrer rapidement la partie. Donc les nouveaux firewalls, vous montrer un petit peu la partie hardware rapidement. Donc déjà, l'USG Flex 50H qui vient remplacer l'USG Flex 50 ou l'USG 20 VPN qu'on avait avant. L'USG Flex 50H, il s'intègre vraiment à 100% dans notre nouvelle gamme, et pour ça, avant, en fait, on avait un USB Flex 50 qui ne pouvait pas avoir les briques UTM au complet. Aujourd'hui, sur l'USG Flex 50H ou 50HP, vous pouvez avoir le même pack UTM, donc le même Gold Security Pack que sur n'importe quel autre firewall de la gamme. Okay. Vous avez 2 déclinaisons sur les USB Flex 50, 100 et 200H. Vous avez une version HP. Ça vous permet d'avoir un port PoE+, donc vous avez 30 watts de PoE accessible sur votre firewall directement pour pouvoir y alimenter par exemple
routeur, votre routeur 5G extérieur, par exemple, et ben, vous pouvez le brancher directement sur votre firewall. Vous n'avez pas besoin d'un injecteur ou autre, vous le branchez directement sur votre firewall. Okay, donc ça, c'est pour les déclinaisons HP si vous souhaitez ça. Et donc, c'est pareil sur l'USG Flex. Donc sur les USG Flex 500 et 700H, vous aurez les ports PoE. Par défaut, vous n'avez pas de déclinaison HP, ils ont directement le port PoE, ils en ont deux directement accessibles. Vous aurez pour un maximum de 30 watts. À partir de l'USG Flex 200H, vous aurez des ports 2,5 Go. Donc sur les USG Flex 50 et 100H, vous aurez que des ports 1 Go. Tous les ports sont versatiles. Donc quand avant on avait un nombre de WAN limité par firewall, aujourd'hui tous les ports peuvent être WAN ou LAN. Donc même sur un USG Flex 50H ou HP, vous avez un firewall 5 ports, bah, vous pouvez y mettre 4 WAN si vous en avez besoin. 4 WAN, un LAN, tant que vous avez un LAN, ça fonctionne quoi en gros. C'est pareil sur tous vos firewalls. Donc à partir de l'USG Flex 200H, eh ben, vous pouvez avoir des ports 2,5 Go, 500H également. Donc sur le 200H, vous en avez 2, sur le 500H, vous en avez 4. Et sur l'USG Flex 700H, vous avez des ports 10 Go, donc 2 Ethernet, 2 fibres. C'est important de savoir, pour le device achat se fera systématiquement sur un port Ethernet. Ça ne se fera pas sur un port fibre. Il faut que ce soit un port Ethernet. Okay. Donc ce sera toujours le dernier port Ethernet, le P12 de mémoire sur le Flex 700H. Enfin, ce sera toujours le dernier Ethernet en tout cas qui sera utilisable. Ok. Donc pour finir, pour vous montrer un petit peu quelques cas d'usage, dans les petits environnements, on va avoir l'USG Lite 60X qui est un petit routeur de sécurité. Il n'aura pas d'UTM complet, il aura en gros une brique de sécurité limitée, donc la protection contre les ransomware, le reputation filter. Et si vous voulez quelque chose d'un peu plus sérieux en termes de sécurité, vous aurez l'USG Flex 50H pour les tout petits bureaux ou le 100H. Okay. Et donc tous ces firewalls, même un USB Lite 60AX peut se connecter, peut être intégré dans un VPN orchestrator, dans un SDVPN. Okay. Pour les bureaux un petit peu plus exigeants en termes de débit, en termes de nombre d'utilisateurs, etc., et ben vous avez les USB Flex 200H, 500H et 700H. Donc le l'USG Flex 700H qui a un fond de panier firewall de 15 Go et à travers l'UTM à travers l'IPS notamment, vous pouvez aller jusqu'à 7 Go avec l'UTM. Donc on a vraiment des débits qui sont bien meilleurs que ce qu'on pouvait avoir avant. Et donc dans le cas d'infrastructures VPN, comme je vous le montrais tout à l'heure, en réel, si vous voulez connecter donc des sites secondaires, ce sera du hub and spoke, et si jamais vous voulez vraiment connecter un peu tout le monde, et vous pouvez faire donc connecter tout le monde avec tout le monde, et vous pourrez faire du VPN site à site directement.